Donc ce qui s'est passé, ils ont ressorti une vieille loi, le Foreign Corrupt Practices Act, qui datait de 1977, mais qui n'était pratiquement pas utilisée pendant 25 ans, et qui punissait les entreprises américaines qui payaient des pots de vin à l'étranger pour gagner des contrats. Ils ont ressorti cette loi et ils l'ont rendue extraterritoriale. Ça veut dire qu'à partir du moment où les entreprises, depuis 2005, on peut remarquer que sur les entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette seule loi, donc rien que les entreprises françaises ont payé depuis 2010 14 milliards de dollars au Trésor américain au titre de toutes ces lois extraterritoriales. Alors c'est un piège pour les entreprises, c'est un piège aussi pour les individus, bien évidemment. Et on se rend compte que les premiers pays qui ont été impactés, ça a été la Norvège avec Statoil, ça a été l'Allemagne avec Siemens, Deutsche Telekom, ça a été l'Angleterre avec British Aerospace et Rolls-Royce, ça a été Alstom, c'était la France avec Alstom, Alcatel, Technip, Total. Ça a été l'Italie avec l'ENI et à peu près 15% sont des entreprises américaines. Depuis très récemment, ils ont aussi ciblé des entreprises russes et demain ils cibleront peut-être des entreprises chinoises. Donc en fait, tous les grands pays dans lesquels il y a encore une industrie, où il y a encore des intérêts, des entreprises stratégiques ont été ciblées par le département de justice sous couvert de cette bonne moralité et sous couvert de cette loi FCPA. En avril 2013, donc j'étais arrêté à ma descente d'avion par le FBI à l'aéroport de Kennedy. Donc la première anormalité, et en fait j'avais été mis en examen 6 mois plus tôt, en novembre 2012, lorsque je vais voir le procureur après mon arrestation, mais on a gardé cette mise en examen sous scellé, donc secrète, parce que comme vous êtes français, que la France n'extrade pas ses ressortissants. La deuxième chose qui est anormale, c'est dès que j'ai été arrêté, que j'ai été présenté devant le procureur m'a demandé de ne pas appeler mon ambassade, de ne pas appeler le consulat, de ne pas appeler mon entreprise, parce qu'il souhaitait en fait que je joue la taupe à l'intérieur d'Alstom. Un citoyen étranger, c'est normal qu'il appelle son ambassade, c'est normal qu'il appelle son consulat. Le lendemain, j'ai été déféré devant un juge pour demander ma libération sous caution. Vous savez qu'aux États-Unis, pratiquement tout le monde est libéré sous caution, peu importe le crime que vous avez fait. Mais moi, dès le lendemain, lorsqu'on me présente devant la juge décide de ne pas me libérer sous caution. Donc là aussi, troisième chose anormale. Donc ça veut dire qu'à partir de là, j'ai été transféré dans une prison de haute sécurité. Donc là, pareil, encore une anormalité. Pourquoi est-ce qu'on me transfère dans une prison de haute sécurité qui est le plus haut niveau de sécurité dans les prisons américaines, où je me retrouve avec ce qu'on appelle des criminels de carrière, donc des gens dont la vie est de la prison. Et là, on me met dans des conditions d'hygiène très difficiles. On est dans un dortoir de 54 personnes, avec des toilettes sans porte, sans mur. Voilà, c'était terrible parce qu'en fait, à partir du moment où j'étais mis en prison aux États-Unis, ma famille habitait à Singapour donc j'avais ma femme et mes 4 enfants qui étaient à Singapour, donc à 12 000 km de là. Et pendant mes 14 premiers mois d'incarcération, j'ai pu voir ma femme une seule fois et j'ai pas pu voir mes enfants du tout. De toute façon, je voulais surtout pas qu'ils viennent me voir dans une prison de haute sécurité. Et puis ensuite, bien plus tard, quand j'ai dû y retourner encore une deuxième fois, pendant encore une fois pratiquement 1 an, pareil, j'ai pu voir ma femme pendant une seule fois et j'ai pas pu voir encore mes enfants pendant de nouveau pratiquement 1 an, quoi. Donc voilà, sur le point de vue personnel, c'était très compliqué pour les enfants et puis pour mon épouse de devoir gérer tout ça, et puis pour mes parents, enfin pour toute la famille en fait, hein. C'était très dur, hein, tout le monde.
Les États-Unis veulent garder leur leadership économique sur le monde et ils vont essayer par tous les moyens de le garder. La menace la plus flagrante, c'est bien évidemment la Chine. Et donc, dans le reste du monde, on ne va pas avoir le choix. C'est soit on va commencer à réagir, et on va essayer de réagir de manière coordonnée. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction européenne, il n'y a pas de parquet européen anticorruption qui pourrait être le pendant du département de justice et qui pourrait aussi peut-être être offensif pour mettre des amendes aussi aux entreprises américaines sur ce sujet-là. C'est ce qu'on a fait en France avec la loi Sapin 2. Mais d'autres pays doivent aussi faire la même chose pour protéger leurs entreprises. De toute façon, au bout du compte, les États-Unis ne comprennent que le rapport de force. Donc, tant qu'il n'y aura pas ce rapport de force juridique qui sera mis en place par les pays qui seront les plus touchés, on va assister à ce qu'on assiste depuis 15 ans, c'est-à-dire les États-Unis vont continuer à utiliser ces lois pour déstabiliser les grandes entreprises internationales.